va aller très très vite sur la réduction des risques. En fait, en médecine, il faut juste savoir qu'elle a toujours existé. On est focalisé par l'addiction, en fait. Mais quand on vaccine, on réduit le risque d'infection. Quand on donne une substance nicotinique, c'est contre le tabac. Quand on fait une ceinture lombaire pour limiter les gestes, ça existe en chirurgie, en cardiologie, en gynécologie. Je veux dire, on l'a toujours fait, et pas comme médecine, hein. Même quand on fait dans les voitures les airbags, quand les architectes font voilà. La réduction des risques, c'est dans tous les jours, c'est vraiment fait partie de la vraie vie. En fait, la vraie vie, c'est ça. Et la RDR n'est pas une exception en addicto, c'est vraiment une logique universelle de soins, c'est une protection et d'innovation. Donc, on se demande pourquoi en addiction, à chaque fois, il faut aller s'excuser, presque s'excuser, parce qu'on veut faire de la réduction des risques. Et les soins, on le sait dans la prison, les soins doivent être équivalents à ceux de la communauté. Donc, le problème, c'est que c'est dit et redit, mais personne ne l'applique, hein. Il y a un cadre légal solide, quand même. La France est partie des peu de pays qui ont quand même fait cocorico à un moment donné, parce que la loi de 1994 a transféré la santé du ministère de la Justice à ministère de la Santé. Et donc, le ministère de la Santé, souvent, c'est le ministère de tout le monde. Ce n'est pas le ministère des personnes qui vivent en dehors de la prison. Il y a un décret que tout le monde a oublié, mais qu'il faut vraiment aller reprendre, c'est le décret de 2005. Le décret de 2005, c'est le premier décret français, c'est le seul décret en France qui dit qu'il faut faire de la réduction des risques, de donner du matériel et d'aller partout où se trouve la personne. Partout où se trouve la personne. Sauf que dans la loi, ils ont mis 2 points. Ils ont mis les rues, les squats, les espaces verts, etc. Ils n'ont pas osé mettre prison, mais etc. Donc ça veut dire que le décret existe. Donc ceux qui disent que le décret n'existe pas, le décret existe. Après, même la loi pénitentiaire qui n'existait pas avant, la loi pénitentiaire de 2009, donc vous voyez, qui a été faite, elle rappelle aussi le principe d'équivalence des soins, donc même la loi pénitentiaire. Et bien sûr, la dernière loi, la loi 2016, la modernisation de notre système de santé, qui renforce la prévention à la RDRD. Alors, il y a le cadre aussi réglementaire. Donc là, je parle de la loi. Les règlements, c'est le Code de santé publique. Le premier, c'est l'hôpital est responsable des soins somatiques et de prévention. Donc c'est une responsabilité hospitalière que de faire de la prévention. Une coordination des actions de prévention avec les prisons et l'ARS. Voilà, donc c'est écrit aussi dans notre truc. Et une dernière chose, l'État doit assurer la sécurité des soignants en prison. Et pour finir avec ça, le droit fondamental donc, à la protection de la santé, accès égal de prévention, et le dernier article qui parle des droits à des soins appropriés, sûrs et reconnus. Donc on a un cadre légal, on a un cadre de tout ce qu'il faut. Et la dernière, en effet, la politique de RDRD est mise à disposition du matériel de soins, c'est écrit dans le Code de santé publique. Donc tout est écrit pour que ça soit fait. Et même, et j'ai retrouvé ça, une circulaire santé justice de 1996. 1996, c'est l'année où je suis rentré dans la prison. Vous voyez, elle existait à l'époque. C'est le VIH, c'était à l'époque comment vous les traitez dans les prisons. Et là aussi, on parlait d'action de réduction des risques par l'échange de matériel stérile. C'est écrit dans la circulaire santé justice. Même si ce n'est pas une loi, ça reste une circulaire. Donc aujourd'hui, la loi est claire, les personnes détenues doivent avoir les mêmes droits à la santé et à la RDR que toutes les personnes de la société. Et l'administration pénitentiaire doit garantir la sécurité et les conditions permettant l'effectivité de ces droits. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, quand je dis c'est légal et dans les règlements, il n'y a aucune raison avec ces lois-là, quand vous allez devant l'administration pénitentiaire, elle ne peut pas vous les refuser. Sinon, on va au tribunal administratif et là, il va trancher, je pense. Alors, ce qui est très intéressant, je m'arrête juste deux minutes sur ça. Vous savez qu'en 2024, SIDAction, TRT5, enfin pas mal d'associations ont porté plainte contre le Premier ministre et le ministre de la Santé, en disant qu'il n'a pas appliqué la loi de 2016. Donc le Conseil d'État a répondu en disant la plainte n'avait pas le droit d'exister parce que, en article 4, et là je vous ai mis tout l'article 4, qui est très juridique, mais que je vais vous l'expliquer après, dans cet article-là, il insiste bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas porter plainte contre le Premier ministre parce qu'on peut le faire. Donc, pourquoi porter plainte contre quelqu'un alors que ce quelqu'un, il vous permet de le faire? Donc, en fait, la loi de 2016, cet article-là, qu'est-ce qu'il dit? Donc, je vais vous le donner, hein, vous regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la RDRD s'applique aussi aux personnes détenues, donc c'est la loi de 2016, qu'il n'y a pas besoin d'attendre un décret pour l'appliquer. C'est ça qui était important dans cette directive du Conseil d'État. La loi est directement exécutoire. Les professionnels qui mettent en œuvre CRD en prison sont couverts par la loi, c'est écrit, d'accord, et que la protection est assurée par l'article 122, article 4 du Code pénal. Il n'y a pas de responsabilité pénale. Ça veut dire qu'il n'y a aucune plainte qui peut être faite sur un médecin ou un soignant qui fait la réduction des risques en prison. C'est impossible. Donc aujourd'hui,
ça, c'est le Conseil d'État. Donc, on revient au Conseil d'État. Hein. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais parce que Mathieu m'a donné de faire vite, mais j'ai compté le lire. Hein. Voilà. S'il a précisé que cette politique s'applique à elle selon les modalités, voilà. Il n'en résulte pas que l'application de cette politique aux personnes détenues serait subordonnée à l'intervention préalable du pouvoir réglementaire. Donc, on n'est pas obligé d'attendre un décret d'application. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour nous. Voilà. Alors, je reviens à ça. Donc, ça, ce sont l'UNODC, c'est toi qui l'as évoqué tout à l'heure, Perrine. L'UNODC qui a quand même donné les 15 points d'intervention sur tout ce qui est addiction et réduction des risques. Donc, c'est voté par l'ONU, c'est signé par la France, hein, entre autres. C'est-à-dire que la France a signé quand même cette convention-là, où on nous dit qu'il faut faire, bon, je vais mettre ça en français quand même, voilà, on fait de l'information, de l'éducation, de la communication, dépistage, conseil, traitement. Voilà, il y a tout ce qu'il faut faire pour faire de la vraie prévention, comme le traitement d'hépatite B, les traitements d'hépatite C, les préservatifs, et le programme d'échange de seringues. Donc, il fait partie. Et quand tu parlais de Pride tout à l'heure, si on prend, donc, si on prend les 10 points essentiels sur la réduction des risques, la France en est à 3,4 sur 10. Voilà. 3,4 sur 10. Parce que même sur les préservatifs, on n'est pas bon. Donc, sur beaucoup de choses, on n'est pas bon. Donc, on est à 3,4 sur 10. Donc, je peux dire. Alors, ça, si on a un kit complet, si on veut faire des clés d'intervention, c'est ce qu'on a décidé de mettre en place, nous, donc, il y a quelques années, à Villeneuve-de-Maglone, puisque on a mis sur place, donc on a fait des informations dans toutes les dans toute l'unité, il y a des préservatifs avec les lubrifiants. Donc voilà, donc on fait des provisions de préservatifs. On fait du dépistage et des buvards. Donc pareil pour les personnes. Alors les buvards, c'est uniquement pour les personnes qui n'arrivent pas à piquer. Donc quand l'infirmière me dit il n'a pas encore des bonnes veines parce qu'il vient d'arriver, le buvard est là rapidement. Et c'est un résultat en 3 jours. Hein, c'est comme un laboratoire. Donc les traitements, bien sûr, agonistes sous opiacés. Maintenant, il y a le Buvidal en plus qu'on a mis en place aussi. Tous les traitements, hépatite B, hépatite C, bien sûr, VIH. Les vaccinations, on couvre assez tout, toutes les vaccinations possibles, imaginables. On a aussi la prophylaxie, donc post-exposition. Donc on a des affiches et la pharmacie nous a mis à disposition un traitement d'urgence. S'il y a quelque chose, un accident, on peut tout de suite tourner le traitement. On est obligé d'attendre une consultation à l'hôpital ou à l'infectiologue. Voilà. On a mis aussi en place hygiène et coiffure. Hein, donc on essaie de faire en sorte que ça on oublie parce que le rasoir qui passe d'une personne à l'autre, on n'a pas les farines. Donc là, c'est juste apprendre comment stériliser, comment nettoyer un rasoir électrique avant de prendre chez quelqu'un d'autre. Et bien sûr, les substituts nicotiniques aussi qui font partie du quotidien. Là, on en distribue, je pense, à peu près chaque jour pour 100 à 200 personnes de substituts. Donc c'est assez facile, voilà. C'est assez facile. Et bien sûr, pour compléter tout ça, on fait aussi des groupes de parole. On a aussi une activité corporelle qui est faite par une école des arts du cirque, que les personnes qui ont une addiction puissent au moins développer. Et bien sûr, on a mis en place le rôle tapaille. On a l'ipipacrac aussi avec bicarbonate pour ceux qui en ont besoin, pour qu'ils veulent baser leur cocaïne. Et l'aluminium, bon, qui n'a pas beaucoup de succès. Voilà. Et on a mis en place aussi maintenant le MAD. Alors, MAD, je ne sais pas si vous connaissez le MAD. Le MAD, c'est un dispositif nasal, maintenant, qui est parfait, hein, mais bon, il n'est pas encore très connu. C'est CEF qui le fait. Donc, la personne prépare comme pour l'injection. Elle prépare tout. Sauf qu'au dernier moment, au lieu de mettre la seringue, elle met un dispositif nasal. Et lorsqu'elle va se faire un sniff, c'est un vrai spray. Ce n'est pas du liquide qu'elle jette, mais ça permet une alternative à l'injection. Mais la préparation elle-même, c'est-à-dire c'est la même boîte, le même kit, sauf qu'au dernier moment, on lui dit, voilà, au lieu de mettre... Alors, nous on le fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je donne une seringue à quelqu'un, je lui donne un MAD en lui disant, essaye. Peut-être que, voilà, ça peut marcher. Donc c'est intéressant. Donc on a aussi mis l'analoxone. Hein, donc on propose l'analoxone non seulement à la sortie de prison, mais en détention pour des personnes qui prennent des risques. S'il prend de l'héroïne, s'il prend des opiacés, s'il prend quoi que ce soit, on lui laisse une boîte et on fait la formation avec la personne co-détenue. Parce que lui, quand ça lui arrivera, malheureusement, il ne pourra pas l'utiliser. Donc il est important aussi d'informer la personne co-détenue, s'il a confiance, sur l'utilisation éventuelle de ce... Les surveillants sont formés aussi. Alors les surveillants, c'est intéressant parce que les surveillants, on a rencontré les syndicats et les surveillants. On leur a expliqué vraiment la chance qu'ils pouvaient avoir de l'utiliser. Ils étaient tous contents. Ils avaient dit oui. Sauf que c'est l'administration pénitentiaire là-haut, au ministère, ils ont dit non. Voilà. Mais tu n'avais pas eu une année, un accès avec la direction Si. Oui, on avait validé. Localement, on avait validé. Sauf que chez nous, à la prison, le directeur de prison, lui, quand il veut faire quelque chose, il faut le dire à la DISP. La DISP, pour ne pas se mouiller avant la DAP,
La DAB, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Hop, non. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Donc c'est très, c'est une fusée à 3 étages, et donc... J'ai une question. Au niveau du Nixoïd, Oui, oui. c'est la pharmacie Oui. En fait, la pharmacie, elle met à disposition les Nixoïd, et moi, j'ai fait une ordonnance pour le... Voilà. Donc elle me laisse en stock. J'ai toujours un stock de 10 Nixoïd, et chaque fois que je donne un Nixoïd, je fais une ordonnance pour le valoriser. Et donc bien sûr, bon, là c'est des kits experts qu'on donne à toutes les personnes qui viennent pour l'échange de seringues. Alors pourquoi on a fait ça? Voilà les premières seringues qu'on a récupérées des patients. Donc voilà comment les patients faisaient leurs seringues eux-mêmes en détention. Donc quand on voit ça, en tant que soignant, on ne peut pas accepter ça. C'est aussi simple que ça. Et là aussi, c'est une seringue qui a été utilisée je ne sais pas combien de fois. Et là, vous voyez, par exemple, ce que vous voyez là, c'est parce que comme il y avait une fuite, avec le briquet, il avait expliqué qu'il a essayé de combler la fuite pour qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà. Et voilà, une seringue, voilà, quand on est courbé comme ça, c'est qu'il a utilisé au moins une quinzaine de fois. Et je ne sais pas combien de personnes ont utilisé ça. Voilà. Alors, aucun incident en 10 ans. Aucun. Donc, il n'y a jamais rien eu. Et pour vous dire que voilà, c'est pas une arme. Les armes que je récupère, c'est ça. Ça, c'est des armes. Voilà. Ça, c'est des armes vraiment. Je veux dire, pour l'administration pénitentiaire, une seringue, c'est pas une arme. Ça, c'est des armes. Voilà. Et si on le fait aussi, alors, ça, c'est juste une carte mondiale pour vous montrer qu'il y a très peu de pays quand même qui font le programme d'échange de seringues. Il y a l'Espagne, il y a un peu le Luxembourg. Beaucoup de pays de l'Est le font. Ouais, la Moldavie, alors la Moldavie, moi j'étais visité à la prison en Moldavie, en Chisinau, c'est vraiment une personne détenue qui fait la distribution. Une personne détenue tous les jours, il a son chariot, il connaît les personnes dans les cellules, il va dans les cellules, il prend les seringues, il donne les seringues. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut faire le programme d'échange de seringues, et il y a juste qu'on a rajouté, alors ça c'est Harm Reduction International qui le fait. Et ça, c'est toutes les publications qu'on a faites, toutes les publications qu'on a faites à partir de Montpellier. Alors, en France, on n'est pas entendu. L'OMS, oui, l'UNODC, oui, UEDA, ils ont tous fait des publications sur notre travail, sur la truc. Et le dernier livre qui a été fait aussi en Allemagne, qui montrait bien tout le travail qu'on a fait. Et ça aussi, c'est le travail qui était fait avant le toolkit que je vous ai présenté tout à l'heure, donc il y a quelques années, où on avait montré l'exemple de Montpellier qui donnait les programmes d'échange de seringues. Donc on en parle et on sait que ça marche, d'accord? Il y a qu'en France qu'on ferme les yeux sur le travail qu'on peut avoir ici. En conclusion, comme on va faire très vite, la RDR n'est pas un plus, c'est un droit fondamental qui est garanti par la loi. Je vous remercie beaucoup.